Nous n'accablons pas ces individus, des individus en quête d'une vie meilleure, des individus qui aspirent tout naturellement, si rien n'est fait pour les en empêcher, à venir demain avec leurs proches grâce au mécanisme du regroupement familial. En réalité, nous dénonçons énergiquement, nous condamnons fortement une logique suicidaire de peuplement, un processus de substitution de peuples qui condamne à terme la civilisation de notre continent. Une civilisation européenne qui se distingue à mes yeux par des traits culturels homogènes, par un socle anthropologique chrétien, par un héritage historique charnel qu'il importe de chérir et de préserver, n'en déplaise aux esprits acquis à l'idéologie mondialiste. Que nous soyons français de lignage ancestral ou, comme moi, français au quartier de noblesse patriotique plus récent, nous refusons collectivement le grand remplacement, car nous voyons dans ce processus culturel, le grand remplacement, qui n'est en rien complotiste, la mort programmée partout en Europe d'une culture multiséculaire, la disparition inéluctable de modes de vie auxquels nous demeurons attachés passionnément. Toujours présente à toutes les manifestations patriotiques pour lutter contre l'invasion. Dieses Deutschland da hinten, was da in diesem Konsulat ist, das ist nicht mein Deutschland. L'Allemagne qui est ici au consulat juste à côté n'est pas mon Allemagne. Merkel ist die Schlange Europas und sie spuckt ihr Gift auf ganz Europa. Und es wird Zeit, dieser Schlange den Kopf abzuschlagen. Merkel est un très mauvais exemple pour l'Europe. Elle est celle qui nous déshonore. Merkel ist nichts weiter als ein Haufen Merde auf zwei Beinen, die aus Europa eine internationale Latrine von Billiglöhnern machen will. Und da machen wir nicht mit. Da sage ich Stopp, da sage ich Europa erwache. Merkel veut faire de l'Europe des toilettes. Nous disons aujourd'hui, je dis aujourd'hui à l'Allemagne, Europe, réveille-toi. I say fuck Merkel, fuck Hollande. Maintenant, je vous demande d'accueillir Renaud Camus, écrivain, fondateur du Parti de l'Innocence, qui va nous dire quelques mots. Qui peut encore douter? Je ne dis pas de la réalité du grand remplacement, du changement de peuple et de civilisation. Cette réalité est acquise depuis longtemps, hélas, mais de la volonté de le faire advenir de la part de nos prétendues élites, qui bien entendu n'ont plus d'élite que le nom et le pouvoir. Est-ce qu'on a déjà vu, dans l'histoire de l'humanité, des gouvernements poursuivre d'une pareille haine leur propre peuple? Les Khmers rouges, me direz-vous. Les Khmers rouges étaient pires, soit, sans doute. Mais au moins, les Khmers rouges n'avaient pas imaginé remplacer leurs Cambodgiens par des Costa Rica ou des Burkinabés. À peine soupçonne-t-on une volonté à l'œuvre derrière ces brassages monstrueux qui surviennent, on se fait accuser de sacrifier une quelconque théorie du complot. Posons d'abord que, de même que selon l'expression bien connue, les paranoïaques ont aussi des ennemis, de même, le seul fait que l'accusation de théorie du complot soit devenue l'arme suprême des journalistes et des hommes politiques à court d'arguments ne prouve pas absolument qu'il n'y a pas de complot. Cependant, pour ma part, je ne crois pas que des hommes et des femmes se sont un beau jour mis dans une salle de conseil d'administration ou dans un salon particulier de grand hôtel et ont décidé qu'il fallait changer la population de l'Europe, la remplacer. Je crois à des mécanismes bien plus vastes et bien plus lourds et bien plus lents, dont ceux-là même qui les promeuvent ne sont déjà que les rouages et seront un jour les victimes. Je crois
que le remplacisme, l'idéologie qui promeut et qui impose le grand remplacement, le changement de peuple et de civilisation, je crois que le remplacisme est un tout. Je crois que ceux qui n'ont pas compris que le remplacisme était un tout ne peuvent rien comprendre à ce qui survient. Le remplacisme est né des noces monstrueuses de l'antiracisme et de la taylorisation, ce stade ultime de la révolution industrielle, ce règne répétitif de la normalisation et de l'hébétude. Racistes et antiracistes, en s'accordant sur un sens idiot, pseudo-scientifique et incroyablement limité du mot race, les uns pour l'adopter, les autres pour le récuser, ont rendu l'Europe sans défense face à l'invasion, une ville ouverte. Les racistes veulent faire disparaître 2 ou 3 races parce qu'ils ne les aiment pas. Les antiracistes les effacent toutes parce qu'ils prétendent qu'elles n'existent pas. L'antiracisme, c'est le racisme qui recule pour vous achever, après vous être déjà passé sur le corps. Le racisme a manqué l'Europe de très peu il y a 70 ans. Cette fois-ci, l'antiracisme compte bien en finir une bonne fois avec elle, avec sa civilisation et avec son peuple. La foi en l'inexistence des races était indispensable au remplacisme, à l'interchangeabilité des hommes, des cultures, des populations. Traiter les hommes sans tenir compte de leurs origines, de leur civilisation, de leur race, de l'histoire de leurs sentiments et de leurs attitudes, de leur existence dans la durée, dans la lignée, c'est les traiter comme des produits industriels. Si tout ce qui définit l'identité française, c'est l'adhésion aux valeurs de la République, comme le dit Monsieur le Premier ministre, alors les Français sont interchangeables comme des choses. Preuve que le remplacisme est un tout. Aux premières lignes du combat pour le grand remplacement, le patronat, la finance et l'industrie, tous les tenants et les ténors de l'échange global. Vous preniez l'échangisme pour une pratique sexuelle, détrompez-vous. C'est une façon industrielle et robotisée de gérer le parc humain. Patronat allemand et MEDEF poussent le même remplacisme qu'ils pratiquent dans leurs usines. On voit bien là la charité chrétienne à l'œuvre. Les remplacismes se drapent dans les plis de la morale. Ils pratiquent même le rapt de la morale et ils prétendent qu'elle est de leur côté. Ils prétendent même qu'ils sont toute la morale. Comment pourrait-il être la morale alors qu'ils mentent comme des arracheurs de dents? Est-ce que la vérité n'est pas une exigence morale de premier plan? Comment pourrait-il être la morale alors qu'ils préfèrent, qu'ils préparent et peaufinent un monde épouvantable, un monde qu'on voit se pourrir et se salir à vue d'œil, un monde de la défiance universelle, de la nocence permanente, de la violence hébétée, celui qui a torturé et tué Ilan Halimi, qui a massacré les journalistes de Charlie Hebdo, qui a décimé les clients de l'hypercacher. Comment pourrait-il être la morale alors qu'il nous invite à suspendre en permanence le jugement moral et à expliquer les crimes les plus épouvantables et la nocence ordinaire en nous appuyant sur la sociologie, celle-là même qui nous a tant menti et continue de nous mentir quotidiennement. Non seulement elle a été incapable de nous avertir du plus grand changement de l'histoire de notre pays et de notre civilisation, le changement de peuple, mais même pendant qu'il se déroulait sous nos yeux, elle nous répétait qu'il n'en était rien, que tout cela se passait dans nos têtes, que nous rêvions. Mais surtout, comment les remplacistes pourraient-ils être la morale alors qu'ils promeuvent et imposent en tout instant cet homme remplaçable, l'homme interchangeable, l'homme objet en somme, l'homme produit industriel, désoriginé, décivilisé, déculturé, dénationalisé, désethnicisé, abruti par l'enseignement de l'oubli et par l'industrie de l'hébétude. Il laissait mourir de froid tous les ans 500 de nos SDF sur les trottoirs de France. D'un seul coup, il trouve des centaines de milliers d'euros pour construire 77 000 logements qui seront réservés, paraît-il, aux nouveaux venus. Il nous disait que notre sécurité sociale solidaire, acquis des grandes luttes sociales, qu'il n'était plus possible de soigner l'ensemble de nos compatriotes
et 20% de nos compatriotes ne peuvent plus se soigner comme il le faut. Et dans le même temps, ils laissent cette sécurité sociale qui est le fruit de notre travail, de nos cotisations sociales. Ils les laissent et ils laissent soigner gratuitement des centaines de milliers de nouveaux venus qui ne cotiseront jamais. Vive les Gaulois et vive la France! Je pense qu'on ne devrait pas subir une immigration d'une telle ampleur qui confirme. On est déjà dans une étape de grand remplacement et on nous rajoute encore des hordes de gens qui n'ont aucune intention de s'intégrer, qui sont arrogants, qui nous méprisent, je pense, qui sont déjà d'une culture complètement différente de la nôtre. Et on n'a pas à s'occuper de ça. Moi, je suis comment dire, j'ai une gratitude extrême pour les pays de l'Est qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, qui ont sûrement subi moins de propagande que nous et qui du coup ont plus de bon sens et protègent leur peuple. Ce qu'on ne fait pas ici, nous, c'est même pas qu'on ne nous protège pas, c'est qu'on fait tout pour nous dissoudre. Et c'est cohérent avec la politique d'immigration qu'on a eue ces dernières années, sauf que là c'est en 1000 fois pire. Et je pense que la grosse poignée de gens qui étaient là sont vraiment des résistants, des gens très très honorables. Les discours qui ont été prononcés, dont celui de Renaud Camus, étaient vraiment très très beaux. Et c'est un honneur d'être ici et je pense qu'on sera toujours plus nombreux à défendre notre identité, ce qui fait qu'on est européen et notre terre, l'Europe. Qu'est-ce que tu dirais justement à l'extrême gauche qui fait des manifestations en disant qu'il faut absolument les accueillir, etc. Que c'est des traîtres et que c'est des collabos et qu'ils ont, pour moi, aucune légitimité à parler au nom du peuple. C'est tout. C'est des gens que je méprise profondément. Et d'ailleurs, ils sont pas dans les coins, là, il n'y a pas une contre-manif Antifa qui est censée nous tomber dessus. Enfin, ils sont pitoyables, c'est juste les petits soldats du système. Et eux, ils méritent d'être remplacés. Voilà, c'est tout ce que je pense. Tu parles des migrants comme si c'était un bloc uni, mais tu penses quoi par exemple des réfugiés de guerre, des choses comme ça? Il y en a quand même dans le tas, quelques-uns? Il y en a dans le tas, mais je pense que c'est vraiment une minorité, c'est une grosse majorité de migrants économiques, de réfugiés économiques. On veut nous faire croire qu'on nous fait de la manipulation émotionnelle en nous photographiant des enfants, et des couples, et des gens avec leurs chatons, des machins. Mais c'est prouvé quand tu regardes les photos, les grosses photos de masse, que c'est vraiment des jeunes hommes dans la force de l'âge qui viennent en conquérant. Et c'est mensonger de nous faire croire que c'est des gens qui sont vraiment réfugiés. C'est tout. C'est mensonger comme tout. Hein. De toute façon, tout n'est que propagande dans ce pays. Donc voilà, après, il faut savoir faire la part des choses. Et je pense que tous les gens qui sont là la font. Et même tous les gens qui n'ont pas pu venir, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne se laissent pas influencer par cette propagande émotionnelle. Oui, moi je sors de la banderole et là pas un gros secrétaire général. La dissidence française était là pour soutenir le rassemblement du ciel contre ce qu'on appelle l'immigration, invasion et plus généralement le grand remplacement. Il était parfaitement logique pour nous de venir ici puisque depuis plusieurs mois maintenant on défend une position de remigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires par des mécanismes d'incitation tout simplement politiques et économiques. Pour faire face à la crise migratoire qui menace l'existence même de notre peuple en fait, en France et en Europe. Rien de spécial, hein, j'ai vu, c'est pas non plus, c'est pas la guerre. Ce qui est important, c'est de réagir face à la submersion migratoire qui nous est proposée ou plutôt imposée par les oligarchies financières, médiatiques et politiques. Et je ne pense pas qu'on puisse dire aux Français « contentez-vous de mettre un bulletin dans l'urne une fois par an ». Il faut aussi agir, réagir, à la fois par des manifestations de ce type et peut-être aussi par des actions plus locales, comme ont pu le faire par exemple un groupe de Corse qui a réussi à empêcher l'occupation d'un stade par les musulmans à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Et je voulais dire Oui, est-ce que vous pensez du coup que l'islam est un danger pour la France? Puisque ça a été beaucoup un sujet qui a été abordé à la scène aujourd'hui, notamment par Riposte Laïque, etc.
Si vous voulez, je pense que l'islam, c'est un autre monde, une autre culture, une autre civilisation que la nôtre, et qu'il n'est pas souhaitable qu'on assiste à une islamisation en France. L'islam a sa place dans les pays du Maghreb ou dans les pays du Proche-Orient. Je ne pense pas qu'il ait sa place en France tel qu'il s'exprime aujourd'hui. Qu'est-ce que vous envisageriez comme solution du coup par rapport justement à ces vagues migratoires ? La première chose, c'est d'arrêter les entrées. Ça, c'est vraiment absolument indispensable, dans la mesure où l'assimilation ne se fait pas. Que les conflits multiculturels se multiplient, la simple application du principe de précaution dont on parle tout le temps devrait conduire à arrêter tout flux migratoire supplémentaire et non pas à ouvrir les vannes comme l'a fait Madame Merkel et comme l'ont fait à sa suite M. Juncker et M. Hollande. Pourquoi l'a-t-elle fait d'après vous ? Puisqu'il y a plusieurs théories sur le fait qu'elle ait accepté autant d'immigration dans son pays. Pourquoi d'après vous l'a-t-elle accepté ? Je pense qu'il y a deux raisons qui sont complémentaires. Il y a une raison qui tient à la situation de l'Allemagne, qui est un pays culpabilisé, en repentance permanente, et elle a donc sans doute pensé qu'en se mettant à la tête de cette ouverture des frontières, elle serait particulièrement efficace dans sa repentance. Ça, c'est la première raison, je dirais, idéologique ou idéologico-historique. L'autre raison, c'est sans doute des raisons plus économiques. Le patronat allemand, comme le patronat français d'ailleurs, adore avoir de la main-d'œuvre bon marché et nombreuse pour baisser l'économie et les salaires. Voilà, je crois, les deux raisons principales. La troisième, c'est peut-être tout simplement la bêtise qui ne lui a pas fait voir que par ses déclarations, elle allait provoquer un mouvement de plus en plus incontrôlable. Comment vous expliquez alors cet engouement là, actuellement justement sur le fait qu'il faille accepter Je crois qu'on est dans un phénomène de sidération médiatique, d'ahurissement médiatique. Pensez que depuis le début de l'année, on a eu 10 jours d'ahurissement avec Je suis Charlie, et pas d'amalgame, que maintenant on a eu 10 jours d'ahurissement avec Aylan, et qu'on va avoir 10 jours d'ahurissement au mois de décembre, quand il y aura les élections régionales et les médias voudront faire barrage à Marine Le Pen ou à Marion Maréchal Le Pen. On est dans une dictature médiatique absolument incroyable. D'ailleurs, les journaux ne s'en cachent pas. Libération a titré avec d'autres journaux en une, voilà ce que les gouvernements doivent faire. C'est-à-dire que c'est la presse qui prétend gouverner. Enfin la presse, les médias dominants, les médias du système. Est-ce que vous pensez que les Français sont encore réceptifs à ce genre de message ou au contraire commencent à se méfier ? Ils sont de plus en plus critiques, qui se méfient de plus en plus, mais qu'on leur accroît la dose si vous voulez. C'est comme quelqu'un pour lequel la drogue ou l'alcool ne fait plus d'effet, on lui en administre davantage. Et donc, je crois que les gens sont quand même de plus en plus sceptiques. Mais ils reçoivent de plus en plus aussi de messages. Et quand il y a des messages extrêmement émotionnels, ça tue la raison du public. Le connard là, de DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.